Je vais... Bonjour et bienvenue au webinaire Servim. J'aimerais donner la parole à Denis qui présentera notre conférencière Geneviève Lehoux. Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire du Servim. Ça me fait plaisir de présenter Geneviève Lehoux, notre conférencière d'aujourd'hui, qui est une étudiante à la maîtrise avec moi et Yacine Yadaden, qui était jadis postdoc au laboratoire, qui est maintenant professeur à l'Université du Québec à Rimouski et qui est le co-directeur de Geneviève, qui travaille sur le traitement des nuages de points pour la localisation d'un véhicule sur un parcours. Maintenant, le webinaire d'aujourd'hui va porter sur un travail qu'elle a fait pendant son cours de lecture dirigée au dernier trimestre, qui s'intéresse à l'initiation, à la classification, pardon, de nuages de points avec différents descripteurs et différentes approches là, de machine learning. So welcome to this webinar. The webinar will be presented by Geneviève Lehoux, who is a master's student under my supervision, and who is co-supervised by Yacine Yadaden, who was formerly a postdoc in the lab and who is now professor at Université du Québec à Rimouski. So Geneviève will present a seminar on the work she has done in a lecture dirigée en génie électrique course during the past semester. Geneviève, tu peux y aller. Okay, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Oui. OK. Bon, bienvenue tout le monde. Comme Denis disait, aujourd'hui, je vais vous présenter le travail que j'ai réalisé dans mon cours de lecture dirigée en génie électrique. Donc, mon travail portait sur la classification des nuages de points. Donc, ma présentation aujourd'hui, je vais faire l'introduction, la méthodologie que j'ai employée, les résultats que j'ai obtenus, une courte discussion sur mes résultats et ma conclusion. Donc, premièrement, mon travail, c'était la classification de nuages de points. Donc, j'ai surtout comparé l'efficacité de 2 descripteurs 3D et j'ai aussi comparé l'efficacité de différents algorithmes d'apprentissage supervisé. Et l'apprentissage supervisé, dans le fond, c'est qu'on connaît les étiquettes de classe quand on fait l'apprentissage. Donc, la méthodologie. Premièrement, la base de données de référence que j'ai utilisée, c'est issu du travail de Lay et autres. C'est un dataset d'objets qui s'appelle RGBD Object Dataset. Le dataset est constitué de 51 classes d'objets de la vie courante. Ça peut être autant des fruits et légumes que des tasses, que des sacs de nourriture, etc. Et pour chacune classe, il y a plusieurs instances par classe, comme par exemple pour la classe pomme, il va y avoir, mettons, un exemple d'une pomme, un exemple d'une autre pomme, etc. Comment est-ce que les nuages de points ont été obtenus? Dans le fond, chaque objet a été placé sur une plaque tournante, puis pendant que l'objet faisait un tour complet, il y avait une caméra RGBD qui enregistrait. Caméra RGBD, dans le fond, ça prend en compte, ça enregistre et la couleur RGB de l'objet et la profondeur pour chaque point. Les fichiers sont en format PCD, qui est un format de fichier couramment utilisé pour des nuages de points. Et ça contient les informations suivantes, la position XYZ dans le monde, la couleur RGB et la position XY dans l'image. Dans le fond, toutes ces informations-là, c'est pour chaque point. Donc, on peut voir ici un peu la répartition de certaines des différentes classes. Les chiffres qu'on voit en parenthèse ici, c'est justement le nombre d'instances qu'il y a pour chaque classe. Mais il y en a 51, donc ce n'est pas toutes les classes, mais c'est juste un aperçu. Ensuite, avant de faire la classification, il faut que je fasse un pré-traitement des données. Donc, je vais résumer les étapes principales de pré-traitement que j'ai effectuées. Donc, les étapes, c'était faire un sous-échantillonnage d'un facteur 2. Donc, dans le fond, simplement réduire par 2 le nombre de points dans chaque nuage de points. Ensuite, j'ai fait le calcul des commings, le calcul des descripteurs. Pour ça, j'ai séparé mes données en différents jeux et j'ai réduit la dimensionnalité des descripteurs. Donc, je vais expliquer les étapes les plus importantes, soit la méthode des commings, des descripteurs et la séparation des données en différents jeux. Donc, pour la méthode des commings, dans le fond, en quoi ça consiste, c'est j'ai séparé le nuage de points en K-groupes, qui sont aussi appelés des clusters. Ensuite, pour chaque groupe, c'est trouver un point moyen pour chaque groupe. Et ensuite, on va calculer les descripteurs juste pour ces K-points moyens-là, parce qu'ils sont calculés les descripteurs pour tous les points, ça serait beaucoup trop gros et beaucoup trop long à traiter. Et donc, pour trouver la valeur optimale de K, on va employer ce qui s'appelle la méthode du coude. Donc, la méthode du coude, en quoi ça consiste? C'est que dans le fond, on va commencer par séparer nos données en K-groupes. Ensuite, dans chaque groupe, on va calculer la distance entre chaque point et la valeur moyenne de son groupe. Et ensuite, on va faire la somme au carré de toutes ces distances-là.
Ensuite, on va le tracer dans un graphique de la somme des distances en fonction du nombre de cas. Et là, on peut voir que le graphique, il fait comme un bras, si on peut se l'imaginer. Puis le point d'inflexion, ben, c'est comme si c'était le coude. Puis on va dire que le nombre de cas optimal à utiliser, c'est comme la valeur du coude. Donc là, on voit pour les données ici en exemple que le coude est à 3. Puis on voit ici que les données semblent bel et bien être divisées en 3 groupes. Donc c'est ça que ça nous dit que le cas à prendre, c'est K. Ensuite, pour le calcul des descripteurs. Dans le fond, les descripteurs, ça sert à offrir une meilleure représentation des nuages de points parce que si on essaie de comparer les nuages directement, ça serait trop compliqué à gérer. Et les descripteurs, je les ai extraits avec un programme développé par Yacine Yadaden, qui, comme il a été dit, est mon co-directeur de recherche. Son programme permet d'extraire les descripteurs SHOT, SHOT RGB et USC. Je me suis juste concentrée sur les descripteurs SHOT et SHOT RGB, par contre. Et ce sont des descripteurs locaux, autrement dit, c'est un descripteur par point, contrairement au descripteur global, que ce serait un descripteur pour l'ensemble du nuage de points. Donc, vu que c'est des descripteurs locaux, c'est un descripteur par point. Donc, encore une fois, c'est pour ça que c'est important de réduire le nombre de points à traiter, sinon il y a juste beaucoup trop d'informations. Donc, je vais expliquer un petit peu c'est quoi les descripteurs SHOT. SHOT, ça veut dire Signature of Histogram of Orientation. Et comment on les calcule? On commence par faire la matrice de covariance des points autour du point P, qui est notre point d'intérêt. Ensuite, les valeurs et les vecteurs propres de cette matrice vont définir une région de référence autour de P. La région de référence, on va la séparer en une grille sphérique, donc selon le rayon, l'azimut et l'élévation. On va séparer ensuite la grille sphérique en 32 secteurs. Et ensuite, dans chaque secteur, on va calculer l'angle entre la normale au point P et l'angle de la normale au point PI dans le secteur. Chacun des points dans le secteur. Et ensuite, on va séparer ça dans un histogramme, donc 11 compartiments d'histogrammes pour les 32 secteurs. Donc, au total, ça nous donne 352 dimensions dans notre descripteur SHOT. Et ensuite, pour le SHOT RGB, c'est le même principe, mais on va ajouter de la couleur. Donc là, on se retrouve avec 1344 dimensions. Donc, on voit ici un exemple de ce que je disais, la grille sphérique pour définir les différents secteurs autour de notre point P d'intérêt au centre. Ensuite, séparer les données en différents jeux. Dans le fond, avant de faire l'entraînement, il faut que les données soient séparées en un jeu d'entraînement, un jeu de validation et un jeu de test. Et comment j'ai fait pour faire la séparation? J'ai simplement pris une instance par classe qui était le jeu de test, une instance par classe qui était la validation, puis les autres instances restantes étaient le jeu d'entraînement. Je vais expliquer plus tard, quand je vais parler de la classification, c'est quoi les jeux d'entraînement, validation et test. Justement, la classification. Donc, comment j'ai choisi les classificateurs? Dans le fond, les classificateurs, c'est ça qui nous permet de faire l'entraînement et de donner les étiquettes de classe par après. Donc, j'ai utilisé les classificateurs dans la librairie Python Scikit-learn, qui est une librairie assez classique en apprentissage machine. Donc, comme dans le travail de Lay et al., dans le fond, d'où c'est que mes données provenaient, j'ai utilisé les SVM linéaires et les SVM gaussiens, qui sont des classificateurs assez classiques. J'ai aussi utilisé des classificateurs incrémentaux. J'ai pris ceux que, selon Scikit-learn, étaient ceux qui donnaient les meilleurs résultats, soit le SGD et le perceptron. Dans le fond, c'est l'entraînement supervisé. Donc, comme je disais, on connaît l'étiquette de classe des données. Puis, selon le type de classificateur, il faut aussi ajuster des hyperparamètres. Dans le fond, c'est des paramètres du classificateur lui-même, puis aussi du nombre d'époques d'entraînement. Les époques d'entraînement, ça, c'est pour les classificateurs incrémentaux. Dans le fond, ils font l'entraînement comme plusieurs fois de suite. Fait que là, je vais expliquer un petit peu c'est quoi les différents classificateurs que j'ai utilisés. Donc, SVM, ça veut dire Support Vector Machine. Dans le fond, c'est qu'il y a une fonction de décision h de x qui est un hyperplan séparateur. Donc, le but, c'est qu'on essaye de trouver un hyperplan qui va séparer les données de manière à avoir une plus grande marge possible avec les données pour maximiser le score en généralisation. Donc, on ne va pas diviser comme coller sur un groupe ou un autre. On va essayer d'être comme dans le milieu. Puis l'entraînement de ce classificateur-là, dans le fond, c'est de trouver les vecteurs de support et le biais pour trouver l'équation de l'hyperplan. Puis on trouve l'équation en faisant une optimisation sous contrainte. Donc, comme je disais, de séparer les données et d'avoir la plus grande marge possible. Par contre, c'est une décision binaire. Donc, il y a une classe qui est associée à h de x positif et une autre classe qui est associée à h de x négatif. Donc, on va simplement transformer les étiquettes de classe en -1, 1. Mais là, on se retrouve avec un problème, vu que c'est des décisions binaires, il faut avoir une stratégie pour gérer quand il y a plus que 2 classes. Il y a 2 approches qui sont les plus utilisées, soit le 1 contre 1, donc un classificateur par paire de classes. Donc, on va avoir n fois n-1 classificateur, n étant le nombre de classes.
Ou sinon, on peut avoir l'approche 1 contre le reste qui va être vraiment un classificateur par classe. Donc, il va y avoir un classificateur qui va être associé à une classe, puis le négatif va être juste toutes les autres classes. Par contre, ben là, si on utilise un SVM qui est une droite linéaire, ben là, on peut se retrouver avec des problèmes parce qu'il y a des données qui ne sont pas nécessairement linéairement séparables. Donc, on peut utiliser le truc du noyau qui est de projeter les données dans une autre base. Et là, dans l'autre base, les données vont être stables. Et on utilise pour ça le truc du noyau qui est aussi appelé le kernel. Donc, dans scikit-learn, les SVM que j'ai utilisés s'appellent SVC et Linear SVC. Donc, on voit ici un exemple des SVM. Donc, en haut à gauche, ici, on voit, en fait, ici, on voit le linéaire SVC. Donc, on voit que les séparations, c'est vraiment des droites. Et ici, on voit, en bas à gauche, on voit le SVC avec bon, il disait RBF, mais ça peut s'appeler aussi gaussien. On voit qu'on peut avoir des séparations qui sont plus courbes, fait qu'ils peuvent mieux venir séparer les données en différentes classes. Et on pourrait aussi utiliser d'autres types de noyaux, comme mettons un noyau polynomial. Mais moi, je me suis juste concentrée sur le noyau gaussien ou RBF. Ensuite, l'autre classificateur que j'ai utilisé, c'est le MLP, qui veut dire Multilayer Perceptron. C'est de l'entraînement itératif, donc ça a plusieurs époques d'entraînement, donc on réentraîne à chaque fois jusqu'à avoir un bon score. Multilayer Perceptron, ben, comme ça le dit, c'est plusieurs couches de plusieurs neurones. Chaque neurone a un point et un biais. Donc, il y a les couches d'entrée, les couches cachées et les couches de sortie. Donc, les couches d'entrée, c'est directement les composants des données d'entrée. Ensuite, il peut y avoir un certain nombre de couches cachées, puis à la fin, la couche de sortie qui va nous donner l'étiquette de classe. Et l'entraînement, ça vient ajuster les poids et les biais de chaque couche en rétropropageant l'erreur en sortie. Et dans scikit-learn, j'ai utilisé le MLP Classifier. Donc là, on voit un exemple d'une couche du MLP. Donc, on voit ici que les neurones qui sont A1, A2, etc., jusqu'à AK. C'est dans le fond le poids sur les neurones. Après ça, les X, c'est les entrées. Puis on voit qu'il y a aussi des biais. Donc, dans le fond, pour passer d'une couche à une autre, on fait la combinaison linéaire des neurones en pondérant selon leur poids puis en ajoutant le biais. Puis après ça, la sortie, avant de passer à la prochaine couche, on utilise une fonction d'activation qui peut être non linéaire. Donc, c'est comme ça qu'on propage toutes les données vers l'avant, puis que là, à la fin, on va calculer l'erreur avec l'étiquette de classe, puis on va rétro-propager l'erreur pour venir ajuster les poids et les biais. Ensuite, le dernier classificateur que j'ai utilisé, c'est le SGD, qui veut dire Stochastic Gradient Descent. C'est aussi un entraînement itératif avec plusieurs époques d'entraînement. Et ça fonctionne comme le SVM linéaire, mais cette fois-ci, les vecteurs de support et les biais sont appris comme pour le MLP. Donc, on fait un ajustement en rétro-propageant l'erreur en calculant un dérivé partiel. Donc, c'est pour ça qu'on dit Gradient Descent, parce qu'on propage le gradient vers l'arrière. Et dans scikit-learn, ça s'appelait SGD Classifier. Donc, un petit résumé des étapes de pré-traitement et de classification. Donc, dans le fond, je pars de nuage de points initial, je le divise par 2. Après ça, je trouve le nombre de cas pour cas mise. J'ajoute les cas points au nuage de points. Après ça, je calcule les descripteurs juste pour ces cas points-là. Pour ça, je les remets à plat parce que pour faire la classification, ça ne peut pas être une matrice 2D pour faire la classification. Il faut que ça soit comme en une dimension. Après ça, je sépare en jeu d'entraînement, validation et test. Puis après ça, je réduis la dimensionnalité de mes descripteurs parce qu'ils sont comme de trop grosses dimensions. Fait que si je gardais toutes ces dimensions-là, ça serait encore une fois trop difficile à traiter. Puis la réduction de dimensionnalité est simplement faite avec l'analyse en composantes principales. Et pour ça, résumer les étapes de classification, dans le fond, je pars avec des hyperparamètres de mon classificateur. Puis ça, je fais l'entraînement sur le jeu d'entraînement. Si c'est un classificateur itératif, je fais un calcul du score sur le jeu de validation pour déterminer le nombre d'époques. Donc, si le score était relativement stable entre deux époques, ben, je considérais que j'avais fini l'entraînement, donc j'arrêtais d'entraîner. Après ça, on calcule le score sur le jeu de validation. Après ça, on passe à d'autres hyperparamètres jusqu'à temps qu'on ait fini de toutes les tester. Un coup qu'on les a toutes testées, ben, on prend ceux qui avaient donné les meilleurs scores. Fait qu'on refait un entraînement avec les meilleurs hyperparamètres. Mais là, cette fois-ci, on va entraîner sur le jeu d'entraînement et de validation. Puis c'est juste à la toute fin qu'on va faire le score sur le jeu de test afin de comparer les différents classificateurs entre eux. Donc, je vais maintenant présenter les résultats que j'ai obtenus. Donc, la méthode du coude, ça m'a donné un cas de 30. C'était assez semblable d'une classe à l'autre, que c'était 30 groupes qu'il fallait prendre. J'ai effectué la classification sur 10 classes.
comme dans le travail de Alamzi et al., qui sont d'autres personnes qui se sont intéressées à la classification d'objets à partir de nuages de points 3D. La liste des classes que j'ai retenues, c'était Apple, Banana, Coffee Mug, Cap, Keyboard, Kleenex, Orange, Plate, Shampoo et Soda Can. Donc, on peut voir ici un peu la répartition des classes dans les différents jeux. Donc, comme on voit, j'ai beaucoup plus de données d'entraînement que de validation des tests parce que, comme j'ai dit, je prenais une instance pour le test, une instance pour la validation et les autres instances pour le train. Donc, les résultats que j'ai obtenus pour mes descripteurs shot et shot RGB. Donc, le shot en premier, dans le fond, ça, c'est un graphique du score en fonction du temps d'entraînement. Les couleurs, c'est le type de classificateur. Puis les nombres, c'est le nombre de dimensions que j'ai gardé dans mes descripteurs. Donc, on voit ici qu'avec le shot, les linéaires SVC n'étaient pas un très bon score, que les SGD étaient un meilleur score, mais que c'était plus long à entraîner. Pour le shot RGB, là, c'est un petit peu plus varié. Là. Ça se mélange un peu plus. Donc, les résultats principaux que j'ai obtenus, c'est que le shot RGB était meilleur que le shot, ce qui concorde aussi avec le travail de Lay et al., parce que dans le fond, utiliser l'information de la couleur, ça nous aide vraiment plus à discriminer entre deux classes différentes. Le meilleur score, c'était le SVC avec un score de 80,8 % en gardant 1000 dimensions dans les descripteurs, mais un temps de classification de 12,89 secondes. Le plus rapide, c'était le linéaire SVC en gardant 500 dimensions avec un temps de 2,141 secondes, mais avec un score de 78,1 %. C'est quand même pas si loin que ça de mon 80,8 %. Et le pire classificateur, c'était le MLP Classifier en gardant 750 dimensions, cette fois-ci avec un score seulement de 71,7 %. J'ai fait aussi une matrice de confusion. Ça, dans le fond, ça nous dit pour chacune des vraies classes, pour chaque ligne, c'est quoi que ça a été classé, la classe prédite. Donc, on voit qu'il y a quand même certaines classes qui ont été prédites parfaitement à 100 %. Mais la pire classe, c'était les oranges et les pommes. Puis ça, c'est un petit peu normal parce qu'une orange et une pomme, c'est quand même semblable. C'est toutes les deux des fruits ronds. Les couleurs rouge-orange, ça se ressemble aussi un petit peu. Donc, c'est pour ça que ça a été plus difficile à classer ces deux classes-là. Pour conclure, le but de mon travail, c'était de m'initier à la classification au nuage de points, de faire une comparaison entre les descripteurs shot et shot RGB. C'est aussi de comparer les classificateurs linéaires SVC, SVC, SGD et MLP. Les meilleurs résultats, ça a été le SVC avec un score de 80,8 %. Sinon, les améliorations possibles que je pourrais faire, ça serait de combiner plusieurs classificateurs pour les classes qui sont plus difficiles à classer. Parce que globalement, mon meilleur classificateur, c'était le SVC. Mais il y avait des classes, comme on peut revenir ici, il y avait certaines classes qui sont plus difficiles à classer que les autres classificateurs, ils donnaient des meilleurs résultats pour cette classe-là précise. Donc, on pourrait essayer de les combiner ensemble pour essayer d'améliorer le score. Sinon, on pourrait aussi explorer les réseaux de neurones profonds parce que là, tous les classificateurs que j'ai utilisés, c'était les classificateurs qu'on dit d'apprentissage machine classique. Là. Donc, c'était ça mon travail. Donc, merci d'avoir resté à la présentation et avez-vous des questions? Merci Geneviève. Est-ce qu'il y a des questions de la part des participants ou Yacine ou moi, j'en aurais une, Geneviève, pour amorcer la période de questions. Est-ce que tu peux ramener ta matrice de confusion? Oui. On remarque, là, comme tu l'as dit, que pomme et orange, c'était assez confus, c'est le cas de dire. Mais c'est un peu étonnant que Ouais, keyboard et banana. Soda Can et Coffee Mug. Tu vois, Soda Can, c'est deux objets à caractère cylindrique. Puis c'est quand même pas mal comme classification. Tu sais, parce que ce que tu as avancé comme argument, c'est que pomme et orange, c'était des objets sphériques, mais dans ce cas-ci, c'est des objets cylindriques, mais peut-être que la RGB ajoutait quelque chose, je ne sais pas. Moi, je pense que ça doit être surtout la Coffee Mug, elle a comme une poignée. Ah, une poignée. OK, ouais. Parce qu'on peut voir ici, mettons que Shampoo puis Soda Can, il y a eu quand même un petit peu de confusion parce que c'est des objets cylindriques avec des écritures dessus. Oui, tu as raison. Tandis qu'une tasse à café, il n'y a pas grand-chose d'écriture non plus. Ouais. C'est plus keyboard, banana que ça, j'ai aucune idée pourquoi. Oui, c'est vrai que keyboard. Keyboard puis banana, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qui s'est passé là? OK, ben excellent. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Je vais aller voir dans le chat. Où est-ce qu'il y a le chat?
Est-ce que au niveau des performances de reconnaissance, c'était sur quelle machine? C'est ta machine à toi, c'est ça? Oui, sur mon ordinateur personnel à moi. OK. OK. Ça ressemble à quoi comme machine? J'ai un Windows 10, un i7, une carte graphique 960M. OK. Donc, c'est pas une mauvaise machine. C'est un portable de gamer, mais de 2016. OK, c'est important. Est-ce que c'était surprise des performances au niveau du temps de reconnaissance? 2 Non, secondes? 12 secondes, je trouve que c'est quand même rapide. Là. OK, mais ce n'est pas applicable dans une application en temps réel comme celle de ta maîtrise, par exemple. Okay. Oui, c'est Donc, sûr. ça voudrait dire qu'il faudrait avoir potentiellement, la solution, ce serait de migrer vers de l'apprentissage profond sur des cartes graphiques plus performantes. Oui, aussi, j'ai pas pu faire mon entraînement sur les GPU parce que Scikit-learn, c'est pas une fonctionnalité qui offre de faire l'entraînement sur le GPU. Là. OK, tu étais en CPU. Oui, okay, c'est ça, c'est vrai. OK. Ah ben là c'est correct. Si tu avais été en GPU, je trouvais que c'était un peu lent. C'est pour ça que je me disais... Okay, non, c'est vrai, la librairie Scikit-learn n'a fait pas du GPU. OK. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part des participants? Moi, j'aurais une petite suggestion par rapport à ce qu'a présenté Juliette. Donc, c'est très bien ce qu'elle a fait et les résultats sont plutôt intéressants donc pour ce qu'elle a fait. Moi, j'aurais peut-être par curiosité, justement parce que tu avais parlé à un moment donné de temps d'entraînement et c'est vrai que ça prend du temps parce que les vecteurs caractéristiques sont assez larges et puis on a quand même pas mal de données. Si tu avais pensé, peut-être pour la réduction du temps, parce qu'on avait utilisé les classifieurs, donc la classification incrémentale, mais pour on va dire, pour les modèles, les classificateurs monoclasses. Je ne sais pas est-ce que tu as jeté un coup d'œil à ça ou pas? Genre, un modèle qui caractérise juste une classe en particulier. C'est du non supervisé, mais c'est comme on crée un modèle, mais pour une classe en particulier. Puis ça permet juste de reconnaître cette classe-là. Au lieu de combiner comme pour le SVM, on combine vers plusieurs classes pour avoir, par exemple, du one versus all ou bien du one versus one, avoir juste un seul qui caractérise une classe en particulier. Dans le fond, qui dit oui ou non si c'est cette classe. Exactement, c'est ça. Puis ça réduit le temps, en fait, parce que dans les autres, tu es obligé de prendre en considération toutes les données. Parce que, par exemple, quand tu fais one versus all, même si tu crées un classificateur par classe, il est obligé de comparer les données de cette classe en particulier avec toutes les autres classes pour créer un petit peu le modèle. Par contre, quand tu fais du monoclasse, c'est comme ça caractérise juste la classe en particulier. Donc, ça traite, ça prend en considération un groupe de données qui est relativement réduit, qui est juste... je ne sais pas, est-ce que tu t'es intéressé à ça ou... Non, je n'avais pas pensé, mais c'est vrai qu'effectivement, ça pourrait être une solution. Là. On donnerait comme des exemples de la classe et des exemples de la non-classe. C'est ça. Moi, j'avais pensé à ça parce que c'est comme... ça a été déjà utilisé pour une autre problématique. C'est utilisé dans le cas de la biométrie, par exemple. Mais je me suis dit, peut-être ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas ce que tu avais pensé, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant à explorer par la suite. OK, ben, je vais en prendre note. Là. Merci de la suggestion. Yacine, tu fais référence, par exemple, comme quand tu entraînes un réseau de neurones pour reconnaître des chats. Il ne fait que reconnaître des chats puis il ne reconnaît rien d'autre. C'était un peu à ça que tu fais référence. En fait, oui, c'est comme un modèle, mais qui est fait juste pour reconnaître un type de données en particulier. Il ne prend pas en considération les autres. En fait, lui, la décision qu'il prend, c'est il se dit, est-ce que c'est cette classe-là, oui ou non? Et donc, du coup, on pourrait avoir, supposons que notre système est censé reconnaître, par exemple, 5 objets, juste 5 objets. Donc, on aurait 5 modèles. Ça ressemblerait un petit peu au one versus all, par exemple, qu'avait fait Geneviève dans ton style. Sauf qu'au lieu de comparer vers les autres classes, en fait, il caractérise juste la classe qui est concernée. Et puis, on se retrouve avec 5 modèles. En fait, on teste, on fait la prédiction et puis on regarde quel est le score, en fait, qui est généré. Et le meilleur score, on va dire que c'est celui-là. En fait, c'est à peu près le même principe, sauf qu'on essaie de réduire le nombre,
la quantité de données qu'on prend en considération. Parce que ça, c'était un problème, je pense que tu l'avais souligné, parce que je ne sais pas ce que tu as dit à ceux qui nous entendent, mais traiter des nuages de points, ça peut être problématique là en termes de mémoire. Oui, ça prend beaucoup de mémoire, là, surtout quand les nuages de points ont genre 20 000 points. Ouais. Et c'est une des raisons pour lesquelles tu n'as pas traité toute la base de données, parce que si tu parles un petit peu de la base de données, RGBD, elle est énorme quand même. Ouais. Il y a genre 3 séquences vidéo par objet aussi. Là. Moi, je me suis concentrée juste sur la séquence. Enfin, les séquences vidéo étaient mesurées à différents angles, mais moi, j'ai juste pris ceux qui étaient comme en ligne droite parce que sinon, ça n'avait pas de bon sens, le nombre de données qu'il y avait. Là. C'est ça. Puis, je pense que la base de données, elle a une taille de, je pense, 150 gigas, un truc comme ça. Ah, ça m'a pris 4 heures à downloader. Là. Voilà, c'est ça. Donc, justement, pour réduire, pour un petit peu réduire un petit peu ce temps de calcul, on n'est pas obligé de charger autant. Donc, il y avait la solution incrémentale, mais il y a aussi la solution monoclasse. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à explorer par la suite. OK. Ouais. Excellent. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part de l'auditoire? C'est comme si on faisait notre réunion du lundi matin. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier Geneviève et Yacine de s'être joints à nous et à tout le monde. Et puis, je vais rendre la parole à Annette pour que vous donne des informations sur ce qui s'en vient au niveau des séminaires Servim et répartis et éventuellement le colloque réparti qui a lieu vendredi de la semaine prochaine. Je t'ai volé le scoop, Annette. Ah, pas de problème. Donc, merci beaucoup, Geneviève, pour ta présentation. Puis, effectivement, vendredi prochain, ce sera le colloque réparti et on se joint à cette rencontre Zoom du colloque réparti via le congrès de l'ACFAS parce que réparti tient le colloque à l'intérieur dans le cadre du congrès de l'ACFAS cette année. Et vous êtes tous les bienvenus.